Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Je crois que je viens de trouver le problème de son, qui m'embête depuis toute la saison 4, et qui était simplement le câble associé au micro, qui, déconne. Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. Normalement, c'est mieux. Je suis très heureux parce que j'ai pu gagner, une centaine d'euros vu que les autres options commençaient à être de acheter un nouveau micro. Eh bien non, voilà, il suffisait de changer le câble. Bref, voici pour cette intro, technique. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais, je pense, refaire un épisode thématique cette semaine. Ça m'a plu, j'avoue, de viser quelque chose de moins long, de transmettre une idée par une idée. J'avoue que, niveau organisation, c'est plus simple. Moi, ça me permet d'avoir des idées un peu, de pouvoir accumuler les idées et pas juste, chaque semaine me dire: «Mince, qu'est-ce que j'ai fait?» et puis si j'ai rien fait, me sentir un petit peu vide d'idées. Là, au moins, je sais que j'ai, bon, pour l'instant, j'ai l'idée d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui et le sujet de la semaine prochaine, ce qui peut être pas mal. Mes excuses pour ma voix un petit peu enrouée, et puis, si, je tousse ou racle un petit peu ma gorge, je suis pas sûr de pouvoir éditer tout ce que je fais. Bon, si je pars en quinte de tout, je l'enlèverai, mais j'avoue que je vais pas aller réécouter, seconde par seconde, le podcast pour, enlever. Donc je vais faire au mieux pour pas racler ma gorge trop souvent. Mais sinon, on va y aller comme ça. Donc oui, épisode, sur un sujet que j'ai envie de défendre aujourd'hui, que normalement vous avez compris dans le titre. C'est, l'utilisation de, grandes théories de base de psychologie sociale pour impliquer les personnes dans une recherche. Je trouve que ça se prête bien au sujet du podcast, qui est, bah, là, le vrai mélange entre entrepreneuriat et recherche, parce que, en tout cas, j'utilise, des choses de la psychologie, pour faire de la recherche dans le cadre d'un contrat, enfin, j'allais dire d'entrepreneur, mais dans le cadre d'un contrat qui est hors mon contrat de thèse. Mais en fait, c'est des choses qui peuvent être utilisées, en général, même, si vous faites, j'allais dire juste une thèse, mais même si vous ne faites pas d'entrepreneuriat à côté, peut-être qu'on peut s'inspirer de ces théories pour impliquer un peu plus les personnes dans les recherches et faciliter bah, l'inclusion, des participants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, en préambule. Je commence à remarquer que je suis une personne qui aime bien les préambules, mais bon, c'est mon podcast, d'accord? Alors, premièrement, pour les psychologues, sociaux notamment, psychologie du travail, psychologie sociale, qui m'écoutent, je vais utiliser des théories qui sont très connues et je ne me mets pas en avant en disant que j'ai inventé, la roue. Ce sont des roues. Ma manière d'être chercheur d'ailleurs de plus en plus, c'est d'utiliser des roues et pas essayer d'aller utiliser des théories, plus complexes. Je prends les bases de la psychologie et j'essaie de l'utiliser et bah, il y a un là j'ai une preuve, que ça fonctionne. Donc oui, les chercheurs et les psychologues sociaux pourront me critiquer en disant que j'ai pas utilisé les manières les plus actualisées, que j'ai pas été très rigoriste sur les théories. Mais je vais vous expliquer un cadre dans lequel utiliser les théories de l'engagement et les théories du comportement planifié, m'a aidé cette semaine, donc en plus c'est très représentatif de la semaine, à inclure plus de personnes et je vais essayer de vous donner, une compréhension, générale, pour pouvoir et un exemple pratique pour pouvoir l'utiliser dans d'autres conditions. Le but, c'est pas juste, de dire, «Voilà, je l'ai fait, je suis trop fort, regardez-moi», mais plutôt: «Regardez comment j'ai pu utiliser des théories pour impliquer des personnes et comment ça peut vous être utile». Voilà, premier sujet. Deuxième e préambule, c'est, j'aimerais, pour ceux qui font pas de recherche, mettre un petit peu de contexte et expliquer en quoi ça peut être pertinent et en quoi c'est intéressant d'être un peu, technique et de vraiment se poser sur l'inclusion des participants.
Alors, et c'est même une des raisons pour laquelle je trouve que c'est bénéfique de faire de l'entrepreneuriat à côté de sa thèse ou en même temps que de la recherche. Parce que, en fait, l'inclusion des participants, c'est une galère dans la recherche. Heu, Parfois on perd des semaines, parfois des mois et alors que c'est la base de notre travail, on enfin une des bases de notre travail. Il y a une partie où on lit beaucoup d'articles, on commence à se faire une idée, à avoir des hypothèses et ensuite on se dit: «Bah, je vais tester mon hypothèse» et en tout cas souvent en psychologie, bon c'est pas le cas dans toutes les sciences, hein, vu que là c'est une science humaine, on demande à des humains et bah, il nous faut, plusieurs personnes, on va dire d'une trentaine à plusieurs centaines de personnes selon la méthodologie pour, leur poser des questions, leur les soumettre à une expérience, faire des entretiens et c'est, très difficile d'avoir des personnes, OK pour, participer à une étude. D'ailleurs, c'est, même majoritairement, des femmes, donc même si on arrive à avoir, beaucoup de gens, bah, moi je il y a un de mes articles où j'ai 80 de réponses, féminines, donc c'est compliqué, ça fait perdre beaucoup de temps. Moi, ma stratégie, de financer ma thèse ou peut-être les arguments qui me confortent dans ce choix, c'est de se dire que le réseau que je développe, à côté de la thèse, ça peut permettre d'avoir des participants un peu plus, rapidement, facilement, parce qu'il y a des partenariats, parce que je me mets en avant sur les réseaux. Alors évidemment, ça peut être fait uniquement par le fait de se mettre en avant sur les réseaux. Moi, je pense que ce que je pourrais conseiller, tout argument compris, c'est que même si vous avez un financement de thèse, sincèrement, faire un post LinkedIn par semaine, essayer d'avoir un truc un peu joli et de faire deux trois trucs, essayer de négocier avec sa direction de thèse de: «Ouais, on va faire quelques événements, se mettre en avant, aller dans des salons, on prend une photo, on fait un post, LinkedIn» et bah, je pense que bien roder un post LinkedIn par semaine et la gestion des réseaux sociaux, ça peut prendre 1 heure par semaine. Heu, ouais, le dimanche, 1 heure, on envoie les demandes, on envoie quelques messages et on envoie un post par semaine. Je pense que c'est le minimum et que ça suffit pour commencer à être vu et pour que la roue tourne et que vous soyez mis en avant. C'est quand même prestigieux de faire une thèse, donc après très vite, il y a des gens qui vous contactent, qui disent: «Ah, ce serait bien que tu sois intervenant par là, par là». Je vous parle pas du tout d'argent, mais juste de réseau, et de commencer à se mettre en avant et de préparer son après-thèse et voire, un postdoc, hein, si on veut rester la lignée du public, bah, je pense que le personal branding, s'il y a quelque chose à retenir et je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est que ça marche. Donc, je recommande, de le faire, pour tous, même si, il y a pas une volonté, forcément de faire de l'entrepreneuriat à côté. Et donc, oui, on pourrait, déjà développer ces réseaux pour potentiellement avoir plus facilement de participants. Parce que quand on sait à peu près comment écrire un post LinkedIn, même si je sais que je suis loin d'être le meilleur, hein, moi j'ai du mal à faire des très bons posts. J'ai une bonne moyenne, je trouve. Je fais toujours 20, 30, 40 réactions. Mais ouais, je sais pas faire des posts qui font 100, 200, 300. C'est un peu le deuxième cap. Je sais pas exploser LinkedIn, mais en tout cas, j'ai compris, les codes qui font que au moins je sais, dire quelque chose qui est un peu prévu et donc aujourd'hui, j'espère et on en parlera, mais j'espère que si je dois, envoyer un questionnaire, sur LinkedIn et bah, je pourrais avoir un petit peu plus de réponses que, dans un contexte où j'aurais pas développé mon personal branding sur LinkedIn. En tout cas, ça fait partie de la stratégie et du fait que c'est pas exactement 2 métiers, en un, l'entrepreneuriat et la thèse, mais j'espère me faciliter la vie, en tout cas quand j'aurai tout lancé. Ce qui est dur, c'est de tout lancer. Maintenant, ce qui est dur, c'est l'équilibre et je pense qu'on parlera de cet équilibre la semaine prochaine. J'en ai déjà parlé, mais il y a des nouvelles réflexions qui me sont apparues. Et bah, il y a aussi, une fois que tout est lancé et que ça roule, c'est possible que 2 choses s'auto-entretiennent et que je puisse avoir de l'argent un peu plus facilement et que je puisse gagner du temps sur de la recherche. Donc on verra. Je pense que je suis en période de transition, mais j'espère et d'ailleurs ça vient de me rassurer sur le point que je voulais défendre la semaine prochaine, bah, que, à un moment, mon système, si bien réfléchi depuis trop longtemps, fonctionne un peu et que je puisse gagner un peu du temps à droite à gauche qui fait que oui, ça va être possible de faire ma thèse et la financer en même temps. Bref, désolé pour, ce préambule, qui fait le temps du podcast, mais, c'est une galère de recruter des participants dans la recherche. En tout cas,
Certes, je peux parler d'où je parle, c'est-à-dire dans mon domaine, dans la région, rémoise, c'est une galère. Je crois que c'est assez répandu quand même. Peut-être que vous êtes avec un directeur de thèse qui a un énorme réseau et qui sait le faire passer dans des TD et cetera. Mais, pareil, on veut pas tout le temps faire de la recherche, à la fac. C'est-à-dire qu'il y a un sujet en psycho qui dit que et bah, en France, quand il y a une étude en psycho qui est faite, c'est souvent sur des étudiants de psychologie. Donc, on peut estimer qu'il y a un biais de sélection. Et donc, quand on commence à vouloir faire des études sur la population générale, eh ben, il faut aller choper les gens. Et en tout cas, moi, dans tous mes stages, dans tout mon entourage, à chaque fois que j'ai essayé d'avoir des données, bah, c'était une galère. On va sur des groupes Facebook, on demande aux parents, aux, aux gens qu'on connaît qui peuvent diffuser, et c'est compliqué. Et donc, là, moi, je suis inscrit dans un projet dans lequel, et bah, il faut inclure des participants. Alors c'est différent là, c'est pas n'importe quel participant, mais c'est une population et il faut quand même les laisser, libres et consentants de participer à l'étude. Donc c'est des gens qui sont inscrits dans un programme et moi je dois avoir le plus de personnes possible en entretien. Et donc, j'ai dû en position de psychologue social, essayer de réfléchir à une stratégie pour avoir le plus de monde possible. Pourquoi il faut une stratégie? Parce que justement, il y a peu de gens qui se portent volontaires facilement, d'autant plus cette population. Je vais pas, m'étendre sur les détails parce que, j'ai pas d'accord de communication sur mon contrat, vis-à-vis, de la structure, mais, c'est largement, je vais dire des informations largement suffisantes pour qu'on puisse comprendre, l'enjeu et comprendre comment je m'y suis pris. Donc je dois faire des entretiens avec des gens. Heu et ces gens, en tout cas, il y a plusieurs, vagues qui sont arrivées et dans une première vague, je vais pas forcément, utiliser de techniques de réflexion d'un processus, et en plus, voilà, c'était une vague de tests justement où j'ai pas eu le temps de me poser. Je suis arrivé un peu en cours du projet donc voilà. J'ai envoyé, je crois que c'était, même pas un mail, c'est quelqu'un qui a envoyé sur un groupe en commun, un lien, voilà: «Prenez rendez-vous, avec Alexandre pour faire votre entretien» et cetera. J'ai eu, 5 personnes, sur, je sais plus, mais ça se compte en plusieurs dizaines. Il me semble que c'est au moins une trentaine de personnes. Hem, j'ai eu 5 personnes, qui ont pris un rendez-vous à la première phase. Sur ces 5 personnes, heu, 3, sont finalement venus au premier rendez-vous et en fait, le principe, c'était d'avoir un autre rendez-vous plusieurs semaines après. Et donc plusieurs semaines après, il y a plus qu'une personne qui est venue. Donc ça veut dire que sur 30 personnes, au début du programme, j'en ai 3 et à la fin, j'en ai une. Autant vous dire que j'ai, 1 sur 30, de ratio, pour réussir à inclure les personnes et je me suis dit: «OK, là, va falloir faire quelque chose parce que je suis payé pour m'entretenir avec les gens. Il faut que je mette en place un dispositif». Et une réflexion pour me dire comment j'implique les gens pour les pousser à, répondre à mon programme. Et donc j'ai sorti mes vieilles armes de psychologue social, très vieilles, qui sont 2 modèles, enfin 2 blocs théoriques. Il y en a, c'est un modèle et l'autre, c'est plutôt un bloc théorique. Le premier c'est la théorie de l'engagement, globalement développée par, Joule et Beauvois, que vous pouvez lire, et puis c'est un livre qui est sympa à lire, par, Le petit traité de manipulation, à l'égard des honnêtes gens, qui est très connu, hein. Comme je l'ai dit, vous allez peut-être connaître, très bien, les théories que je développe, surtout que je sais toujours pas trop à qui je parle, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de psychologues, donc voilà, je vais rien inventer, je vais quand même expliquer un peu la base et surtout, bah, donner un exemple et vous voilà, peut-être ouvrir des pistes, même pour ceux qui connaissent les modèles, sur comment je l'ai utilisé et le fait de vous dire que ça marche. Et pour ceux qui sont pas en psycho, je pense que ça peut être, intéressant, j'espère extrapolable à d'autres sujets. Le fait d'impliquer les personnes, c'est ça le vrai truc fondamental, hein. C'est pas juste moi dans mon étude pour évaluer un programme. C'est, potentiellement, vous avez un processus, vous avez une proposition, vous vendez quelque chose, vous faites une conférence, vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, bah, ces théories sont théoriquement, utiles et d'ailleurs, c'est ce que je développe, à des étudiants, c'est pas BTS, c'est BUT, un BUT, je sais plus, mais c'est genre un bac+2 ou 3. Technique de commercialisation, bah, je leur ai expliqué, en quoi ça pouvait être aidé. Je les ai aidés
à développer des processus pour mieux vendre. Donc, c'est des techniques de vente également. Donc, voilà. Essayez si vous pouvez de pouvoir extrapoler en vous appuyant sur la manière dont je le fais grâce à mon exemple. Je réfléchis au niveau de détail que je donne sur cette théorie, du coup, entre ceux qui savent déjà ce que c'est et qui vont être saoulés de cette partie, et ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui risquent de ne pas comprendre. Je pense que je préfère ennuyer ceux qui savent que laisser dans l'incompréhension de ceux qui ne savent pas. Donc, je vais expliquer un petit peu la théorie. Globalement, la théorie de l'engagement, c'est le fait de se dire que les actes engagent. C'est-à-dire que quand on fait un acte, on est investi dans ce que l'acte permet. Non, je m'y suis mal pris. Oui, bon, il y a pas de coupure hein, et c'est freestyle. D'accord? Maintenant, je suis de moins en moins préparé. Quand on fait un acte, c'est parfois associé à une attitude, à un avis, à une opinion, à un sens. C'est-à-dire que si je trie mes déchets, c'est que je suis pour la protection de l'environnement, pour l'écologie. Donc, quand on fait un acte, on s'investit de plus en plus dans le sens de cette opinion, de cet avis, de cette attitude. Donc, plus je vais trier mes déchets, théoriquement, plus je vais me sentir investi dans cette cause écologique et de protection de l'environnement. Ça, c'est la base générale. Quand on fait un acte, ça nous engage. Il y a des critères pour que cet acte nous engage, parce qu'on le sait très bien, on fait plein de choses dans la vie, et c'est pas parce que je vais, moi là, je suis en train de lever les yeux, je vois mon bureau avec plein de tasses de café. C'est pas parce que je vais ranger, descendre les tasses de café que je suis extrêmement investi dans la gestion de la vaisselle chez moi, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il faut que cet acte soit associé à une opinion, une attitude qui nous parle et que ce soit fait dans différentes conditions, que déjà qu'il y ait un sentiment de liberté. C'est-à-dire que si je vous oblige à ramasser un papier par terre, parce que je suis la police, et ben, vous allez les ramasser, vous allez pas le faire pour éviter la pollution. En revanche, si de manière incitative mais non obligatoire, vous vous sentez dans un sentiment de liberté pour ramasser ce papier, alors, vous pouvez commencer à vous conforter sur le fait que, ouais, en fait, vous êtes plutôt pour, le tri des déchets et la protection de l'environnement. Donc 1er point important, le sentiment, et je dis bien le sentiment, l'impression, de faire le comportement de manière libre. Et en fait, c'est la base de plein de techniques de manipulation, où justement on donne le sentiment de liberté et la personne pensant qu'elle est libre de faire quelque chose, elle va faire le comportement, puis rationaliser son comportement en disant: «Ah bah, si j'ai fait ça, c'est peut-être que, je suis, quelqu'un qui aime protéger l'environnement». Quelque chose qui est très connu dans ce milieu, c'est la déclaration de liberté. Moi, dans mes fiches de psycho, j'appelais ça DDL, déclaration de liberté. Et bah, ça, c'est le simple fait de dire: «Vous êtes libre de», ça permet d'augmenter, heu, la le comportement qu'une personne fait. Donc si je vous dis, heu: «Ramasse ce papier» ou «Vous êtes libre de ramasser ce papier», et bah, théoriquement, il y a plus de gens qui ramassent le papier quand je dis: «Vous êtes libre de ramasser ce papier». Surtout quand il n'y a pas de figure d'autorité, le sentiment de liberté, heu, augmente, le nombre de comportements qui vont dans le sens d'une opinion, d'une attitude et là, c'est, globalement, le sujet, du ramassage des déchets et de la protection de l'environnement. Ensuite, il y a des critères qui augmentent cet engagement, donc qui augmentent le fait que si je fais un acte, je vais être engagé, investi dans une cause. C'est le fait que ce soit public. Donc, si un acte est fait publiquement, il est un peu plus engageant qu'un acte non public. Si je vous fais dire, si je vous fais proclamer que vous êtes pour la gestion des déchets, la protection de l'environnement, juste face à moi, ou que je vous fais vous lever dans une classe et que vous le dites devant tout le monde, il est plus probable qu'en sortant de la classe, vous ramassiez un papier qu'en sortant d'une réunion en tête à tête avec moi. Également, troisième critère, il faut que le comportement soit vu comme irrépressible ou difficile, d'avoir un retour en arrière. Donc plus et c'est là où c'est compliqué parce qu'il faut se placer dans un continuum où la personne a le sentiment d'être libre et où le comportement a l'air quand même compliqué, de retour en arrière. En parlant, je me dis donc je me base, essentiellement sur les travaux de Joule et Beauvois, hein, qui eux-mêmes dans leurs livres citent beaucoup de choses. Je vous passe les citations que je pourrais ressortir de mes anciens cours, mais heu, n'oublions pas que ce sont des techniques
qui peuvent être appliquées à des fins manipulatoires, heu, mais qui, peuvent être utilisées, à des fins positives, pour, entre autres, impliquer des gens dans une étude. Et donc une impression, de d'irréversibilité, ça augmente l'engagement. Et enfin, il faut que, l'acte soit un minimum coûteux. Alors coûteux, c'est pas en argent, c'est plutôt en énergie, en temps, en investissement, parce qu'on est toujours sur, la théorie de l'engagement et qui, moi, j'aime bien dire la théorie de l'investissement, à quel point on est engagé, on est investi. Et donc oui, ramasser juste un papier, bon, ça va peut-être pas vous engager, dans, le fait de, trier vos déchets toute la vie. Par contre, si, je propose des stages, dans, un centre de tri et bah, si j'arrive à avoir des gens qui disent oui en sortant du stage de centre de tri et bah, ça va peut-être vous investir un peu plus. Heu on peut imaginer, payer cher, bon là c'est coûteux niveau argent, mais payer cher une place ou aller se déplacer loin pour, voir, un groupe de musique et bah, on peut estimer que, on va, d'autant plus aimer ce groupe de musique parce que on a fait de l'effort et ouais, je suis allé voir ce groupe, dans les 4 coins du monde, donc c'est vraiment mon groupe préféré. Je fais un comportement qui est coûteux, qui m'a pris du temps, de l'énergie et de l'argent et donc, je vais un peu rationaliser en me disant: «Bah, c'est vraiment mon groupe préféré, j'adore vraiment ce groupe». J'espère que mes exemples sont clairs. C'est difficile sans savoir le niveau, de connaissance de ceux qui m'écoutent, mais bah, on verra, j'espère que c'est clair. Je vais essayer de pas faire 1 heure. Je vois que l'épisode, avance déjà très vite. J'ai même pas commencé à vous dire ce que j'ai fait, mais bon, écoutez, on y va et on va essayer de vous donner, l'exemple précis après, mais je trouve que c'est important. Donc publicité de l'acte, l'acte est public, l'acte est perçu comme libre, l'acte est perçu comme plutôt, ayant un difficile retour en arrière, l'acte est perçu comme coûteux et plus l'acte est répété, plus l'acte est engageant. C'est-à-dire que si vous allez voir une fois, une personne en concert, c'est moins engageant, vous allez moins vous dire que c'est votre groupe préféré que si vous allez le voir 10 fois. Parce que plus on fait quelque chose dans un sens, plus on est engagé. Donc plus on fait de manifestations sur un sujet, plus on est engagé dans la cause. Ça, c'est la base générale de la théorie de l'engagement. Donc moi, je me suis dit globalement, heu, là, j'ai des gens, il faut que j'arrive à les impliquer dans une étude. Je savais que ces gens, je pouvais aller les voir une première fois et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «Il faut que j'ai plusieurs actes de plus en plus engageants». Parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. D'abord, je vais vous demander, si vous êtes d'accord pour un appel de 10 minutes pour parler de votre, manière de trier des déchets. Ensuite, je demande est-ce que je peux venir chez vous pour, regarder comment vous triez? Puis, est-ce que vous êtes intéressé pour faire un stage d'une semaine? Puis, j'en sais rien, est-ce que vous êtes prêt pour faire une manif, pour la protection, de l'environnement? Voilà, imaginons des choses qui sont de plus ou plus coûteuses, plus ou plus investissantes. La meilleure manière de viser le truc final qui est, je sais pas, participer à une manif, c'est de commencer petit à petit à engager les gens. Donc moi, je me suis dit: «Il faut que j'engage petit à petit les personnes, dans ce processus d'étude». Donc, moi, c'était difficile de faire plusieurs étapes, mais, la première étape, a été, très, utile et je pense qu'elle a été marquante. C'est que je me suis dit: «Je vais pouvoir aller les voir au début de leur programme et leur demander d'écrire, leurs, coordonnées, s'ils souhaitent participer». Donc évidemment, j'ai échangé sur le fait que c'était libre, que c'était, sur la base du volontariat. J'ai dit, dans mes arguments que ça faisait partie du programme et que, si je les ai au début du programme, il fallait les avoir à la fin du programme. Donc il y a un petit peu de sujet de, bah, vous êtes déjà en fait engagé dans le truc, ça fait partie du programme, c'est un petit peu, irréversible quoi, vous faites partie du programme, ça en fait partie et c'est d'ailleurs à la fin du premier rendez-vous, je leur dis: «Bah, maintenant, la prochaine étape, c'est de se voir à la fin du programme». Donc il y a un peu pas le choix, enfin pas le choix. C'est ça qui est compliqué, c'est que là, c'est embêtant si tu abandonnes le truc maintenant parce que j'ai pas, le l'avant-après, ce qui est totalement vrai, mais il faut penser à le dire et j'ai pensé à le dire dans la base de ce modèle. Si tu viens pas au deuxième rendez-vous,
bah, le premier rendez-vous sert pas, à grand chose pour nous et ce serait dommage. Donc tu fais ce que tu veux, mais ce serait dommage. Ce qui est totalement vrai parce que, bah, je veux mesurer de l'avant après et si on perd beaucoup de gens, sur l'après, on peut pas faire de stats, sur l'évolution, de la perception du programme. Donc, heu, déclaration de liberté quand je dis le truc, je vais les voir pendant qu'ils sont tous ensemble, donc il y a une manière de me donner les coordonnées de manière publique. Donc les gens, je leur donne le stylo, ils marquent en physique sur une feuille. C'était volontaire aussi, marquer, sa disponibilité, son numéro sur une feuille et bah, l'acte est un petit peu coûteux en soi parce que, déjà on commence par donner son numéro, il est faiblement coûteux, mais ensuite c'est un premier rendez-vous et la répétitivité, c'est finalement, d'abord donner ses coordonnées, puis j'envoie un lien, donc deuxième occurrence, j'envoie un lien pour prendre rendez-vous et troisième occurrence, c'est le premier rendez-vous et ensuite c'est d'autres rendez-vous. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était qu'ils prennent un rendez-vous et qu'ils viennent et en fait, je pense que c'est pas obligatoire de faire, 12 étapes, parce que là, ce qui a très bien fonctionné, c'est d'aller les voir. Bon, après, il y a aussi une gestion de confiance, je pense. La confiance, c'est mon thème, de recherche et je sais comment, inspirer confiance. Bon, le podcast fait ultra manipulatoire, mais en fait, je le fais de manière, authentique. C'est-à-dire que j'essaye d'inspirer confiance en tout temps parce que, globalement, le résumé pour, être une personne de confiance, c'est être une personne bien et je veux être cette personne. C'est-à-dire que je feins pas d'être une personne pour qu'on me fasse confiance. J'essaie de devenir une personne de confiance réellement. C'est en ça que, pour moi, je ne suis pas manipulatoire, j'essaie juste d'être un bon humain, dans la lignée de ce que j'apprends, en psychologie. Hem et bah, voilà, du coup, je sais comment, être une bonne personne, j'ai commencé le programme avec eux pour montrer que je suis investi, et voilà, j'essaye de montrer qu'il y a pas beaucoup de distance entre eux et moi, et que, en plus, voilà, je suis un mec cool, bla parce que ça fait peur de faire un entretien avec un psy. D'ailleurs, je leur ai pas dit que j'étais psy ni doctorant parce que, je trouve que ça fait peur de se dire, «Je vais faire un entretien avec un psy». Donc voilà, là, moi, j'ai réussi à avoir du coup 25 entretiens en une semaine. Donc c'était ça ma semaine finalement. C'est beaucoup, hein. Je sais pas ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des entretiens, mais 25 entretiens dans la semaine, c'est énorme. Avec certains jours à 6 entretiens dans la journée. C'est les entretiens pour de la recherche, ça fait partie des trucs les plus fatigants que j'ai jamais fait. Bah, ça et la formation, mais je crois d'autant plus les entretiens parce qu'on est en gestion à chaque seconde, si la personne arrête de parler, on doit relancer, enfin, c'est très fatigant, hem et donc voilà, je suis passé de 3 sur 30 à 25 sur, je sais plus, 40 ou 50, donc c'est énorme, je suis largement satisfait, mais il y avait même un peu plus de monde que ce que j'aurais espéré, pour, mes ressources cognitives. Mais donc, je leur ai fait écrire leur disponibilité sur, un papier pour dire: «OK, bah, la prochaine étape, c'est que je t'envoie un lien et ensuite la prochaine étape, c'est faire un rendez-vous». Voilà une application simple de la théorie de l'engagement par un acte qui a été public parce qu'ils remplissaient, leur dispo devant les autres, libre parce que en effet, je leur disais que c'était pas obligatoire. Irréversible, parce que, je leur ai fait comprendre que ça faisait partie du programme, qu'ils y étaient déjà un peu engagés et que c'était relou, s'ils faisaient pas le 2e, entretien et répétitif parce que, bah, j'ai fait en sorte d'avoir, plusieurs comportements qui vont dans le sens de participer à l'étude, qui ont été moi juste 2 avant le premier rendez-vous, la, la prise de coordonnées, puis la prise de rendez-vous. Évidemment, il y a eu aussi beaucoup de relances. Et le dernier critère, c'est coûteux et bah, là, oui, c'est par essence, coûteux, ça l'est peu de donner ses coordonnées, un peu plus de prendre rendez-vous, encore un peu plus d'être dans le rendez-vous et encore un peu plus d'en faire encore, d'autres. Là, on peut croire que faire le deuxième rendez-vous, c'est tout aussi coûteux que le premier, mais en fait, c'est l'accumulation de l'investissement qui compte aussi. C'est-à-dire que c'est plus coûteux si je vous avais dit de faire 2 rendez-vous avec moi, que si je vous dis: «Bah, d'abord inscris ça, puis d'abord, enfin d'abord inscris-toi, puis ensuite prends rendez-vous. Maintenant premier rendez-vous et à la fin du premier rendez-vous, on se voit au deuxième.
Moi, j'ai pas menti, j'ai dit que le but, c'était de voir semaine 3 et semaine 13 de leur programme et là, j'ai, quand même appliqué, le principe de, les choses sont de plus en plus coûteuses parce qu'on s'investit de plus en plus dans la recherche. Je vous dirai semaine 13 comment ça a fonctionné parce que c'est compliqué, hein, 10 semaines après de dire: «Ouais, coucou, tu te souviens, tu participes à une étude, faut me parler pendant 1 heure». On verra, mais en tout cas, la première phase a été très positive et a bien fonctionné. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut faire sur le plan du dispositif et de la manière dont on, va réfléchir à des événements qui vont nous permettre d'impliquer les personnes. Maintenant, il y a un cadre intéressant, qui est autour de l'argumentaire, qui peut être un peu plus sur le champ de la persuasion, alors que là, on est plutôt sur le champ de l'engagement, certains diront la manipulation, voilà, quel dispositif peut nous permettre d'améliorer nos chances d'impliquer les personnes? Le deuxième cadre, auquel je voulais faire référence, que j'ai utilisé, explicitement, pour, impliquer les personnes dans mon dispositif, c'est la théorie du comportement planifié, de Ashzon, Ashzon, Ajzen, en 91 me semble-t-il. Enfin, il l'a mis au goût du jour, mais moi je me base justement sur le modèle de base parce qu'il est clair, il y a 3 grands champs, qui me paraissent clairs et applicables et dans tous les cas, là, c'est pas dans le cadre d'une recherche scientifique que j'utilise, c'est dans un cadre pratique pour impliquer les personnes. Ce que dit cette théorie, je vais la faire courte parce que de toute façon, je pense qu'elle peut être transmise de manière, rapide. C'est qu'un comportement, donc un acte, une parole, quelque chose qu'on fait, est prédit par une intention. Donc, là, on n'invente pas grand-chose. La meilleure manière de prédire si quelqu'un va faire quelque chose, c'est si elle dit qu'il va le faire, c'est qu'il a l'intention, la volonté de le faire. Donc si, la meilleure manière, de deviner si je vais traverser la route, c'est quand je vais vous dire: «Je vais traverser la route». Bon, à partir de là, c'est une base, ultra générale et fondamentale en psychologie, mais qui nous apporte pas grand-chose. Meilleure manière de prédire un comportement, c'est quand ils ont la volonté de le faire. En revanche, là où on commence à gagner un peu en précision et en choses intéressantes pour, prédire et provoquer un comportement, c'est ce qui, prédit l'intention. Alors ce qui prédit l'intention, c'est l'attitude. Donc l'attitude, on vient d'en parler, c'est l'avis, l'opinion, sur un sujet. Donc c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit à propos du sujet lié au comportement ou du comportement lui-même. Les normes, donc à quel point ce qu'on croit et notre motivation à suivre les gens, enfin, je vais refaire, ce qu'on croit que les gens pensent du comportement et notre motivation à suivre les gens. Et enfin, le contrôle, c'est notre perception de contrôle sur le comportement, la facilité et l'accessibilité du comportement. S'il est compliqué, on va avoir du mal à avoir l'intention de le faire. Donc, une manière, appliquée d'utiliser ce modèle, c'est de se dire: déjà, pour que les gens fassent un comportement, il faut qu'ils aient des bonnes informations et des informations positives à propos du comportement. Ça, c'est les attitudes. Donc, en fait, il faut déjà donner les informations. Donc, voilà, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. C'est une visio, ça servira à ça. Voilà, déjà, on enlève quelques freins de vous allez vous rendre compte. Je vous dis pas juste: «Il faut prendre rendez-vous avec moi», c'est: «Ce rendez-vous, ce sera ça, c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là». Ensuite, dans ce champ des attitudes, c'est important de travailler sur les croyances. Donc, moi, j'ai compris parce que j'ai eu la chance de faire un pré-test qu'il y avait des croyances autour du fait que c'était stressant, c'était potentiellement long et donc je me dois de dire, c'est pas perçu comme stressant par les autres, donc là, je fais un petit peu d'impression de la norme et c'est pas long, je vous dis 1 heure, mais en fait, j'ai pas de pression de temps, souvent ça tourne plutôt autour d'une demi heure, donc voilà, je lève un petit peu des croyances qui peuvent être liées, au fait qu'un entretien avec un inconnu, c'est stressant, c'est long, ça va me prendre du temps. Ça, c'est ce que, je disais comme argument, pour l'attitude, et j'ai ajouté, hem, l'évaluation de la conséquence. Donc dans l'attitude, c'est important de donner des informations, de lever les croyances et d'expliquer les conséquences liées au comportement. Donc moi, je disais que, en faisant cette étude, ils seront mieux conscients de l'impact, ce qui est vrai, hein,
ils seront mieux conscients de l'impact que le programme a sur leur vie. Ça leur permettra d'avoir un accompagnement, et un suivi, le long de leur, processus, et disons qu'ils ont quelque chose à gagner d'être accompagnés et d'avoir une vision de leur évolution, de leur état psychologique. Donc, je leur ai donné des infos, levé des croyances et dit, bah, qu'est-ce qui se passera en faisant ce comportement? Et évidemment, vu que j'ai envie qu'ils le fassent, qu'est-ce qui se passera de manière positive? Sachant que je crois à tout ce que je dis, c'est juste que j'ai développé les arguments à la lumière de ce modèle pour les poser et les dire de manière stratégique. Donc là, je favorise tout l'impact de l'attitude, de l'opinion, de l'avis, des connaissances et des croyances sur un sujet pour pousser l'intention de faire le comportement et pousser le comportement. Ensuite, deuxième grosse bulle, grosse boîte sur le modèle pour prédire l'intention, c'est la norme. Donc là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé mes arguments que je viens de vous dire avec une impression de la norme. Enfin, quand je dis une impression de la norme, c'est je dis pas des choses qui sont fausses. Mais j'augmente leur impression de la norme parce que ça reste qu'une impression. Eux, ils savent pas si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je sais que c'est vrai, mais c'est leur impression que j'augmente. Et donc, je leur dis, bah, c'est déjà euh, la deuxième vague qu'on fait. Les gens qui l'ont fait, ce qui est vrai, mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Les gens qui l'ont fait m'ont dit que c'était intéressant, m'ont dit que c'était moins stressant que ce qu'ils imaginaient et que ça s'était bien placé, que c'était utile, que c'était sympa. Bon, le fait est que j'aurais aimé en avoir plus, mais les retours que j'ai eus, même au premier, quand j'en ai eu 3, m'ont dit que c'était intéressant. Donc là, tout simplement, je leur mets en avant que, ils sont pas le seul, ils font pas quelque chose de chelou, c'est quelque chose qui existe, et c'est quelque chose qui a été bien perçu par d'autres gens similaires à eux, qui ont déjà fait le truc. Donc évidemment, si je vous dis d'aller dans les catacombes avec moi, peut-être que vous me direz non directement et peut-être que j'arrive à avoir un peu plus de personnes, aptes à, descendre dans les catacombes avec moi. Si je dis: «Non, mais tu sais, il y a plein de gens qui le font, il y a eu, il y a eu un mort», je crois qu'il y a eu qu'un seul mort en une centaine d'années. Heu, il y a des gens qui le font tous les week-ends, ils disent que ça se passe très bien, bon, et même si, je sais pas, aujourd'hui tu as mal aux jambes, il y a des mecs, en fauteuil roulant qui l'ont déjà fait, enfin bref, je pense que c'est pas possible, mais bon, imaginons que voilà, j'augmente votre impression de la norme et le fait que c'est normal de faire ce comportement. Et enfin, troisième bloc, donc je répète, premier bloc attitude, avis, position, sujet, croyance, voilà, ce gros bloc de qu'est-ce qu'on sait à propos du comportement. Deuxième bloc, les normes, ce qu'on sait que la plupart des gens font et pensent et disent à propos du sujet, et du comportement. Et enfin, le contrôle, comment faire en sorte que, on puisse augmenter la facilité et l'accessibilité du comportement. Il faut essayer de lever toutes les barrières pour que ça ait pas l'air compliqué et faciliter la vie des personnes. Donc ce que j'ai fait, c'est, heu, que j'ai mis beaucoup de rappels par mail, que j'ai un rappel la veille en SMS, parce que peut-être que c'est des personnes qui suivent pas, les mails, que j'ai tout automatisé. Je me suis rendu disponible et je leur ai dit, de 8 heures à 23 heures. Donc c'est très facile de prendre rendez-vous, il y a pas à se prendre la tête, et je leur dis qu'il y a pas besoin de préparation. Donc je facilite du mieux que possible le comportement. Et donc, en, ayant réfléchi à un petit acte, préparatoire, un petit truc où ils commencent, publiquement à dire leur disponibilité, et en ayant mon pitch un petit peu, où je peux améliorer, ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent, de cet entretien, ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent que la plupart des gens pensent et disent de l'entretien, et faciliter l'accès et le processus, et bah, je suis passé de 3 personnes à 25, entre la première vague et la deuxième vague. Et bah, je trouve ça super, intéressant, et c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Comment ça peut être appliqué? Moi, je travaille dans le milieu de la santé et je pense qu'impliquer, engager, des patients, dans, des recommandations, dans un processus, et bah, ça peut fonctionner avec ces mêmes critères-là. On peut imaginer de faire des actes, d'engagement, publics, et puis de rédiger des, arguments, de persuasion sur la base de: il faut donner des informations, lever les croyances, dire que, il y a des gens qui l'ont déjà fait, et puis faciliter le processus. Moi, je trouve que ces 2 cadres,
Très simple et oui, dans la recherche, on va pouvoir dire, «Cette boîte-là, elle marche pas comme ça. Là, il y a une relation entre la boîte 1 et la boîte 2. Là, maintenant, ce caractère-là, on sait qu'il fonctionne que dans certains contextes». Ça, je pense que c'est une discussion qui est, à destination des chercheurs ou à la limite de psychologues sociaux entre eux. En revanche, moi, ce que je trouve de très important et intéressant à retenir, c'est ce que je vous ai dit, la liberté, la répétitivité et franchement, faciliter le processus, donner le bon nombre d'informations, lever les croyances et bah, je trouve que c'est un cadre qui est simple, qui est clair, qui est peut-être pas parfait, mais qui, est simple à comprendre et qui pourra vous permettre d'impliquer des personnes, soit dans un processus de recherche, soit dans un processus de soins, par exemple. Beaucoup mieux que si vous n'avez rien et que vous proposiez juste quelque chose. En tout cas, moi, j'en ai fait les frais, en passant de 5 personnes, non, de 3 personnes, parce que 5 rendez-vous, 3 vraiment, remplis. Là, moi, j'ai eu 28 rendez-vous pour 25 réellement qui se sont réalisés. Bah, on voit quand même que c'est des stats qui sont un peu plus impressionnantes. Moi, je vous le dis, avoir 25 entretiens de recherche dans une semaine, c'est quasiment suffisant pour faire un article scientifique. Donc, j'ai pu en une semaine. Évidemment, je suis dans un processus, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est un programme qui a lieu sans moi. C'est bien plus dur de le faire dans le cadre d'une thèse, mais quand même, je suis quand même passé de 3 à 25. Donc, il y a quelque chose à prendre de ces deux modèles. Et j'espère que je vous les ai transmis d'une manière, assez claire pour que vous puissiez vous les réapproprier. Et sur ce, je vais vous laisser. Je ne pensais pas faire autant de temps sur ce sujet, mais et bah, au moins vous avez un podcast un petit peu long cette semaine et on se voit la semaine prochaine pour un autre sujet. J'hésite à en faire le teasing, mais ça se trouve, je changerai d'idée. Donc, je ne vous le dis pas, mais si vous avez bien écouté, l'épisode, vous pouvez un petit peu l'inférer. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.